Alors, je vois que ça monte encore, mais je propose de démarrer. Il est déjà 9h35. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va démarrer ce webinaire à vise sur comment s'orienter parmi les programmes d'accompagnement au changement d'échelle et structures de l'ESS. Il a pour vocation de durer 1 heure à peu près. Il est enregistré pour votre information, donc il y aura un replay qui sera disponible et le contenu des slides seront envoyés suite au webinaire. Donc peut-être pour démarrer, rappeler les règles de Zoom. On est sur Zoom webinaire, hein, donc vous avez un onglet pour discuter si vous voulez, l'onglet discussion. Il y a aussi un onglet questions-réponses. Voilà, il y a une partie dédiée, une partie du temps qui est dédiée aux questions-réponses à la fin. Donc si vous souhaitez nous interpeller et poser des questions, c'est pas via l'onglet discussion, c'est via l'onglet Q&A. Parce que la discussion, ça défile, on n'a pas trop l'occasion de suivre et sur questions et réponses, on peut bien prendre le temps de vous répondre. Donc, s'il vous plaît, privilégiez ce module-là qui est fait pour les questions et réponses pour la fin du webinaire. Donc, comme je disais, on se voit pour 1 heure. Donc, je suis Michael Barthes, responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à la BIS. C'est moi qui vais animer ce webinaire. Ce qui est prévu, c'est un mot d'accueil d'introduction par Cécile Leclerc, la directrice générale de la VIS, puis de prendre le temps, c'est moi qui le ferai, de vous présenter un nouvel outil qui sort aujourd'hui pour cartographier et mieux s'orienter parmi les différents programmes d'accompagnement sur les questions de changement d'échelle en France pour les structures de l'ESS. Ce sera l'occasion de vous présenter Résonance, un nouveau réseau lancé cet été par la VIS sur les questions de changement d'échelle et d'incarner un peu ce réseau et ces questions d'accompagnement changement d'échelle avec 2 témoignages. Donc Tristan Charlier, responsable de l'impact et de la sélection à la France Engage, pour le programme La France Engage, et Morgane Gauquelin, directrice générale du réseau REC, le réseau des entrepreneurs citoyens, voilà, qui viendront parler un peu plus en détail et faire un zoom sur 2 des programmes d'accompagnement nationaux au changement d'échelle en France. Et comme je disais, on aura à peu près, si on respecte bien le timing, un petit quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Cécile Leclerc pour le petit mot d'introduction. Bonjour à tous. Là, l'idée, c'est que je vous présente en quelques mots la VIS pour ceux qui la connaissent pas et pour que vous puissiez aussi, au-delà de ce webinaire, bien solliciter les ressources et voilà, les différents programmes qu'on peut animer. Donc, la VIS, c'est une association qui est une agence d'ingénierie positionnée au niveau national pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Et on est donc une trentaine de salariés avec quatre principales missions que je vais décrire très rapidement. Donc il y a outiller, animer, accompagner et financer. La partie outillage qui peut vous intéresser, c'est du coup le site internet avis.org sur lequel vous trouvez les outils SOC qu'on a pu faire nous ou qu'on fait des partenaires de l'écosystème et qui nous semblent adaptés à tout porteur de projet et tout décideur de l'économie sociale et solidaire qui a envie de développer un projet ou de mieux le soutenir. Et on va sur ce site mettre un certain nombre d'outils et de guides. Typiquement, il y a un guide sur le changement d'échelle et aujourd'hui, la cartographie qu'on vous présente, bah, ça fait partie de notre mission d'outillage pour rendre plus lisibles les outils des écosystèmes auprès des porteurs que vous êtes. On vous invite à vous inscrire à la newsletter de la VIS. Vous trouvez le lien d'inscription sur la homepage du site de manière à pouvoir être informé des différents outils et webinaires qu'on peut créer. La deuxième mission, c'est une mission d'animation pour le coup des acteurs de l'accompagnement qui sont présents très souvent plutôt dans les territoires. Donc là, en tant qu'acteur au niveau national, on anime le réseau national des incubateurs dédiés à l'ESS et qui sont présents pour aider à l'émergence de projets partout en France. Ce qui peut vous intéresser sur des problématiques de développement, c'est également le réseau DLA, donc le dispositif local d'accompagnement. On en est l'opérateur national, mais il y a surtout plus de 130 opérateurs présents dans tous les départements et toutes les régions qui gratuitement peuvent mobiliser du diagnostic et du conseil sur des problématiques stratégiques encore une fois, de difficultés, de consolidation et de développement. Et puis, Mickaël fera un focus tout à l'heure. On est l'animateur également du coup du réseau Résonance,
qui réunit au niveau national les opérateurs de programmes d'accompagnement au changement d'échelle. L'idée à chaque fois, c'est de faciliter l'interconnaissance, la professionnalisation, l'articulation des programmes les uns par rapport aux autres. Et typiquement, c'est grâce au réseau Résonance, du coup, que la cartographie qui est produite, bien sûr, a pu être réalisée aujourd'hui. Troisième mission, accompagner. Au niveau national, nous-mêmes, on porte des programmes d'ingénierie d'accompagnement, à condition qu'ils aient du sens au niveau national. Et donc, sur le changement d'échelle, par exemple, on est également un opérateur du programme PINS avec la Fondation Massif et qui accompagne l'essaimage d'innovation sociale sur le territoire. Et enfin, financer. On est organisme intermédiaire du Fonds social européen et vous l'avez peut-être vu passer, mais régulièrement on lance des appels à projets en FSE et récemment il y en a eu un, notamment pour soutenir le changement d'échelle, d'innovation sociale sur les questions de ruralité ou sur les questions d'économie circulaire. Là, j'en ai pas un autre à vous annoncer dans les mois qui viennent, mais c'est pareil, on vous incite à vous abonner à la newsletter pour pas rater un de nos appels à projets. On essaie bien sûr aussi sur notre site de référencer tous les appels à projets nationaux. On n'a pas du tout, par contre, un travail au niveau régional parce qu'on serait très mauvais à ça, mais au moins au niveau national, on essaie vraiment de référencer tout ce qui peut vous concerner concernant là, les financements sous forme d'appel à projets. Peut-être vous dire aussi qu'on est depuis quelques années, depuis 4 5 ans, le Centre national de compétences de l'innovation sociale pour la France. Ça, c'est à un niveau européen. La Commission européenne a voulu qu'il y ait dans chaque État membre un acteur national de référence sur les sujets d'innovation sociale pour globalement travailler à ce qu'on fait aujourd'hui, hein, l'outillage, l'animation de l'écosystème. Ce qui est intéressant sur les questions de changement d'échelle, c'est que ça nous a permis de nous apercevoir que c'était vraiment quand même un enjeu, une problématique très prégnante au niveau de tous les pays de l'Europe qui voit bien qu'il faut avoir un écosystème d'accompagnement et de financement le plus structuré possible pour réussir à bien accompagner les projets et quand même voilà un vrai intérêt pour l'écosystème français qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui de la part de l'ensemble des autres États membres qui se disent qu'ils aimeraient, si possible, développer la même chose chez eux. Alors voilà pour la vise. Peut-être et vous dire quand même aussi que on parle beaucoup là aujourd'hui de changement d'échelle. Pour autant, on parle beaucoup aussi en ce moment des difficultés budgétaires que peuvent connaître toutes les structures de l'ESS. Et encore une fois, deux choses. Un, le changement d'échelle, c'est par définition pas une injonction. Et encore une fois, il faut que ce soit il faut que ça réponde à un besoin et et qu'il y ait une volonté de changer d'échelle. Et puis deuxièmement, c'est surtout pas forcément la bonne idée quand on peut se retrouver dans une situation fragile, alors même qu'on peut constater côté accompagnateur qu'il peut y avoir des volontés de développement dans d'autres territoires quand sur un territoire c'est difficile. Et on y reviendra peut-être dans les échanges, mais en gros, comment est-ce que c'est bien l'objet des échanges. C'est très important pour nous, de manière générale, de se faire accompagner, mais notamment sur ces questions-là, pour être sûr d'être bien préparé et de passer à l'opérationnel quand c'est le bon moment pour la structure ou pour le projet. Je vais passer tout de suite la parole à Mickaël pour qu'il vous en dise plus sur l'outil dont on vous a parlé. Merci beaucoup. Merci Cécile. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme le disait Cécile, on a préparé dans nos missions d'outillage, cartographie, donc une nouvelle cartographie pour repérer, mieux s'orienter parmi les différents programmes qui peuvent exister à l'échelle nationale, au niveau régional, en fonction de leur spécialisation. Avant ça, quand même, quelques messages clés sur les questions de changement d'échelle et bien sûr revenir sur ce qu'on entend par là avant de rentrer directement dans l'outil de cartographie. Donc, de quoi on parle quand on parle de changement d'échelle? Donc, on a un guide sur les stratégies de changement d'échelle où on revient un peu plus en détail. Là, je vais aller assez vite, mais du côté Avise, en tout cas, on parle de changement d'échelle pour parler d'un processus, celui par lequel les structures de l'ESS vont chercher à maximiser non pas le profit, mais leur impact social en s'appuyant sur l'écosystème existant et donc pas tout seul dans leur coin, pour le dire frontalement, et en renforçant leur organisation. On voit bien à travers cette définition que l'idée, c'est de se démarquer de la notion de croissance, qui est plutôt
une dimension vraiment individuelle au sens de l'organisation, de l'entreprise, qui définit son chemin de croissance et qui a une visée plutôt de maximisation du profit dans son origine. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'équation financière. Comme on le disait, comme Cécile le disait juste avant, les questions budgétaires sont prégnantes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de maximisation de l'impact sans d'équilibre entre l'équation sociale et l'équation financière, qui est un enjeu clé forcément. Et encore une fois, pour enfoncer le clou là-dessus, changer d'échelle n'est pas un passage obligatoire pour toute entreprise de l'ESS. Mais donc, pour celles qui souhaitent passer par là, très important de bien se préparer. Et c'est pour ça que on propose des outils, de mieux s'orienter, de bien comprendre quels sont les dispositifs existants pour vous accompagner dans cette préparation et maximiser les chances que ça se passe le mieux possible. Alors, je vais pas tout lire, hein, sur les slides, hein, je pense que c'est pas ça qui est intéressant et vous les aurez par ailleurs à côté. Peut-être sur le quand changer d'échelle, hein, c'est une question qui revient souvent. Côté Avise, on essaie d'identifier un petit peu les facteurs clés qui font que les feux sont ouverts. Donc, quand les feux sont ouverts, c'est quand il y a une preuve de l'impact social. Donc là, on revient sur la question de l'innovation sociale, de preuve de concept de l'innovation sociale. Donc, une fois qu'on a réussi à prouver que le projet qu'on souhaite développer, faire chemin d'échelle, a prouvé son impact, c'est déjà un premier élément. Le modèle économique, hein, qui revient aussi sur les notions de preuve de concept, s'assurer qu'il y a une pérennité ou un embryon en tout cas de modèle économique pour assurer le passage à l'échelle du projet visé et un début de formalisation, modélisation du concept. Donc là, on rentre sur les questions à la fois de réplicabilité, hein, s'assurer qu'on peut répliquer ou développer ce modèle et qu'on a la maturité de l'organisation pour aller un cran au-delà. Et quand on dit maturité de l'organisation, c'est aussi bien la solidité de sa gouvernance, de l'équipe projet réunie autour du projet, des process. Voilà, ça demande un peu de revoir la machine organisationnelle dans sa globalité pour s'assurer qu'on a les reins solides pour changer d'échelle. Et donc ça, c'est des éléments qui sont souvent regardés pour les programmes aussi de changement d'échelle. On reviendra sur les enjeux de maturité. Ça, c'est le premier élément. De l'autre côté, en tout cas côté Avise, hein, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la pulsion et l'attraction. La pulsion, ça va être l'intention stratégique, hein, l'ADN de la structure. Est-ce qu'elle a clarifié aussi bien dans sa vision, dans les missions et dans l'ambition qu'elle propose, le fait de vouloir y aller, de vouloir changer d'échelle? S'il y a un désalignement, par exemple, entre la gouvernance et l'équipe opérationnelle sur le fait d'aller vers un changement d'échelle, bon, les conditions ne sont pas forcément réunies pour aller un cran au-delà et voilà, que les parties prenantes sont bien alignées, même en dehors de la gouvernance et équipe interne, sur ce souhait d'aller vers du changement d'échelle. Ça, c'est le côté pulsion, hein, s'assurer que de l'intérieur, l'organisation est en capacité et a le souhait, la motivation d'aller vers un changement d'échelle. Et de l'autre côté, l'attraction. Donc, est-ce qu'il y a un contexte qui veut bien de votre projet, de votre innovation sociale pour ce changement d'échelle? Et donc, ça demande d'analyser un petit peu bah, le secteur hein, dans lequel il s'inscrit, analyser, alors la concurrence, c'est un grand mot, mais en tout cas, le tissu dans lequel il s'inscrit, partenarial, concurrentiel, voire l'existant en tout cas, hein, c'est ça qu'on veut dire. Quelle est l'évolution des besoins des bénéficiaires hein, de votre projet? Le contexte sur le territoire aussi, hein, s'assurer qu'on ne va pas créer de la concurrence aussi bien en termes d'opération que de financement hein, et de levée de financement. Voilà, donc tout ça, est-ce que votre projet est attendu sur le territoire? C'est ce qu'on appelle l'attraction. Et donc, côté Avise, on aime bien dire que c'est le bon moment de changer d'échelle quand il y a les feux verts sur la pulsion, sur l'attraction, et quand on a passé un certain cap de maturité, de structuration, qui permet de faire le projet sans renforcer des potentielles fragilités déjà existantes. Pour le faire, ensuite, il y a différentes stratégies possibles, hein, alors elles ne sont pas toujours, on va dire, formatées avec ces noms-là, mais côté Avis, c'est comme ça qu'on les appelle. Je sais que côté Entropia Sec, par exemple, on parle de scale up, scale deep, scale out, mais donc côté Avise, encore une fois, je renvoie vers le guide stratégie pour changer d'échelle où on précise différentes stratégies, que peut être la diversification d'activités, hein, créer une nouvelle activité, dupliquer dans de nouveaux territoires, fertiliser ou on va aussi appeler ça transférer, hein, transférer un savoir-faire, une compétence, un métier,
un processus, coopérer, hein, s'associer à plusieurs pour proposer une nouvelle solution ou renforcer une proposition de valeur et fusionner le patrimoine pour pérenniser un impact, par exemple, ou pour se développer. Donc différentes manières de faire, pas une qui est meilleure que les autres en fait, hein, juste des choix stratégiques à faire en fonction de à la fois le projet en lui-même, la pulsion, l'attraction, pour voir quelle est la meilleure stratégie à faire. Et donc, ça renvoie à l'idée clé de ce webinaire qu'il faut identifier le bon modèle, bien se préparer, et c'est pour ça que des programmes d'accompagnement existent pour ce faire. Alors, sur les programmes d'accompagnement, justement, avant de rentrer dans la cartographie, préciser qu'il y en a plusieurs. Donc, sur l'angle vraiment programmatique, il existe des programmes au niveau de territoire, hein, ce qu'on a appelé dans le cadre de cette cartographie des programmes territoriaux, qui sont implantés sur les territoires et qui s'adressent aux entreprises de l'ESS. Alors, je dis entreprises de l'ESS, quel que soit le statut, hein, aussi bien association coopérative, tous les statuts de la loi 2014. Et donc, ils vont pouvoir accompagner ces projets de l'ESS qui sont issus de leur territoire parce qu'eux-mêmes sont implantés sur un territoire donné. Et ces programmes territoriaux vous accompagnent dans la structuration de votre projet de changement d'échelle et peuvent, dans certains cas aussi, vous aider à amorcer un petit peu le travail d'un changement d'échelle un peu plus large que territorial. Là, ça va dépendre des programmes d'accompagnement territoriaux. À côté de ça, vous avez des programmes nationaux, qui sont donc, par définition aterritoriaux, pas implantés sur un territoire, qui, ont différentes, philosophies, mais, principalement de développer le projet, le renforcer pour qu'il prenne une envergure interrégionale, voire nationale, mais qui, dans certains cas, peuvent aussi, pallier l'absence de dispositifs, de programmes sur des territoires s'il n'y a pas de solution et donc vous aider dans vos stratégies de changement d'échelle qui peut être territorialisée s'il n'y a pas de solution d'accompagnement existante sur le territoire. Donc ça, c'est un peu les deux entrées un peu, on va dire, schématiques par lesquelles on est rentré pour mieux orienter tous les porteurs de projets sur les dispositifs existants. À ne pas oublier qu'il y a aussi, bien sûr, des cabinets de conseil spécialisés dans l'ESS, certains spécialisés dans l'accompagnement à la définition de la stratégie de changement d'échelle de structure de l'ESS. Et donc, bien sûr, là, on n'est pas sur une entrée programmatique, mais plutôt sur une approche individualisée qui permet d'accompagner plus sur mesure des structures de l'ESS dans leur champ d'échelle. Donc on ne les oublie pas, c'est juste qu'on ne les a pas mis dans le scope de ce travail qui est un outil orienté sur les programmes pour y voir plus clair, vraiment sur le programmatique. Alors, voici la fameuse cartographie. Il s'agit d'une édition 1.0 qui sera amenée à évoluer. Je ne vais pas forcément lire tous les dispositifs et les expliquer, hein. L'enjeu de ce webinaire, c'est vous présenter ce travail, vous dire qu'il existe, pour vous donner envie de le consulter et d'aller un cran plus loin suite au webinaire. Donc, comme je disais, on a essayé de catégoriser, donc forcément c'est un peu schématique, les programmes existants qu'on a repérés côté Avise en fonction de leur axe et leur implantation régionale ou nationale d'un côté, hein, donc c'est l'axe des abscisses. Et côté ordonné, dans le sens vertical, vous avez plutôt l'orientation selon s'ils sont généralistes, donc pas dédiés à un secteur d'activité spécifiquement ou un public cible, par exemple. Et donc, du côté bas, justement, les programmes qui sont orientés vers plutôt une typologie d'activité en particulier, sans préciser laquelle à ce stade hein, sur la cartographie, ou sur un public cible. Donc ça, c'est pour voilà, voir un petit peu l'existant. Qu'est-ce qui existe en France pour accompagner sur les questions de changement d'échelle? Encore une fois, c'est une version 1.0 et j'ai déjà reçu des corrections hier soir, donc il y aura sûrement un patch correctif 1.1 qui va sortir cette semaine et c'est un travail qui va amener à évoluer hein, constamment. Mais voilà, on lance la cartographie et l'idée, c'est de s'améliorer petit à petit. Donc n'hésitez pas à la consulter fréquemment parce qu'elle sera mise à jour en fonction des remontées qu'on a des programmes qui évoluent aussi. Hein, donc c'est normal que on mette à jour ce travail fréquemment. L'autre vision hein, que vous allez retrouver dans ce document, c'est la vision tableau, qui permet de comparer, voir un petit peu les différences entre ces différents programmes. Donc, c'est les mêmes programmes que ce que vous avez vu juste avant, sauf que là, on va aller un cran plus loin avec différentes modalités qu'on compare, le périmètre géographique, la durée moyenne d'accompagnement, est-ce qu'il y a un suivi individuel, collectif, de la mobilisation d'experts, est-ce que le programme est gratuit pour les porteurs de projets? Rien n'est gratuit dans l'absolu, mais ça veut dire qu'ils sont financés
Le financement est sécurisé par les opérateurs du programme via une logique de tiers payeurs, de partenaires, pour qu'il n'y ait pas de reste à charge, entre guillemets, côté projet. Est-ce qu'il y a une dotation financière? Voilà, ça vous permet d'avoir une vision un peu comparative, exhaustive, hein, encore une fois, assez schématique, avec les critères de maturité aussi, en tout cas les principaux, parce que en fonction des programmes de changement d'échelle, on n'est pas forcément sur les mêmes critères d'éligibilité, de maturité. Donc là, vous avez un point de comparaison entre ces différents programmes. Voilà, encore une fois, je ne vais pas détailler là tous les programmes, ce serait long et pas très intéressant. L'idée, c'est que vous puissiez consulter la cartographie pour aller chercher ce qui vous intéresse par rapport à votre situation à vous. Donc là, vous avez dans la cartographie 2 pages de tableau, hein, pour les différents dispositifs qu'on a recensés. Et juste pour vous montrer, le troisième élément de la cartographie, bah, c'est des fiches pratiques pour aller un cran plus loin sur les dispositifs. Donc il n'y a pas tout, hein, c'est une première clé de lecture pour comprendre le dispositif. Donc vous avez à chaque fois bah, la structure porteuse, la présentation, les territoires, s'il y en a, si ce n'est pas un programme national sur lequel bah, est éligible ce programme spécifiquement, le calendrier de candidature quand on a les informations, un petit lien pour en savoir plus. Donc, en un clic, vous allez sur le site du programme et on vous a mis les critères d'éligibilité et les modalités d'accompagnement pour que vous sachiez bah, la durée et puis ce qu'il y a derrière, hein, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver. Donc voilà, c'est harmonisé de manière à y voir un peu plus clair parce que chacun a sa façon de présenter les programmes et donc là, c'est avoir une vision, une entrée un peu unique pour pouvoir y voir plus clair et comparer, mais donc chaque programme est unique, a des ressources spécifiques à mettre en place et donc, bien sûr, ce travail n'empêche pas d'aller creuser un peu plus et de contacter les programmes pour en savoir plus. Donc là, vous avez deux exemples, hein, le programme Pollen en Occitanie, qui est un programme territorialisé, et le programme national Entropia Scale-up, donc porté par le Entropia ESSEC. Voilà, je vous invite à consulter donc normalement le lien a été mis dans le chat pour accéder à cette ressource. Je fais un petit focus maintenant sur Résonance. On l'a évoqué rapidement, mais on n'est pas rentré dans le détail. Donc, c'est un nouveau réseau lancé par la VISE sur les questions de chemin d'échelle. Donc, c'est un réseau de professionnels de l'accompagnement, de professionnels au sens programme d'accompagnement, hein, opérateurs de programme d'accompagnement, à l'échelle nationale. Donc, l'idée, mais c'est pour vous voyez un petit peu comment on travaille, comment on s'organise aussi pour accompagner au mieux les projets qui souhaitent changer d'échelle. Donc, vous voyez les différents membres de ce réseau qui a été lancé encore une fois récemment. Et ce réseau a pour objectif, in fine, bah, de favoriser le changement d'échelle d'entreprise de l'ESS et de bien mieux préparer et donc se professionnaliser entre nous, renforcer les capacités de nos accompagnateurs sur ces réflexions et améliorer le chaînage des accompagnements. Peut-être ce que j'ai pas dit jusqu'à présent qui est important quand même, c'est que il n'y a pas, voilà, sur la définition de changement d'échelle, il y a des nuances aussi, et dans les manières d'accompagnement, dans les manières d'accompagner, pardon, il y a des grosses nuances entre les différents programmes. L'idée, ce n'est pas de standardiser la manière d'accompagner, et c'est aussi le but de cette cartographie, hein, de cet outil, c'est pas de standardiser les accompagnements en France, mais plutôt d'y voir plus clair dans la richesse et la diversité des manières d'accompagner en fonction des programmes, s'ils sont sectoriels, mais aussi de typologies d'accompagnement qu'il y a derrière. Et donc, ce réseau ne vise pas, encore une fois, à harmoniser, mais plutôt à s'enrichir les uns les autres de manière à renforcer les accompagnements qui sont proposés. Donc ça, vous verrez sûrement, il faudra voir sur le long terme hein, l'évolution et en quoi ce réseau renforce les capacités d'accompagnement. Mais voilà, il y a aussi un objectif de mieux orienter, clarifier les parcours existants pour être accompagné sur les questions de changement d'échelle. Et donc, voilà, cette cartographie slash annuaire est une première étape pour clarifier qui fait quoi, en tout cas à l'échelle des programmes et des programmes nationaux. Donc peut-être avant de faire un zoom justement sur 2 membres, on va pas passer tout le monde, mais faire un zoom ciblé sur La France Engage et sur le REC. Mais on voulait profiter de se voir ce matin pour vous quand même vous passer quelques infos hein, sur les actualités des membres de Résonance. Donc La France Engage, je laisserai Tristan présenter plus en détail, mais donc une grosse actualité avec le lancement du concours à venir incessamment sous peu. Côté PINS, hein, porté par la ville et la Fondation Massif, on n'a pas de date exacte, hein, mais tenez-vous au courant si ce programme vous intéresse dans les prochaines semaines, puisque le calendrier d'appel à projet annuel est en février-mars. Côté de la ruche, pour le programme Croissance TPE, donc qui cible entrepreneurs résidents,
QPV ou immatriculés en quartier prioritaire de la ville. Sachez qu'il y a une nouvelle édition de ce programme qui démarre en janvier 2026. Donc là, on vous a mis le lien de l'appel à candidature qui est ouvert en continu et aussi un contact, hein. Donc encore une fois, ça vous sera envoyé avec le lien pour cliquer directement suite au webinaire. Côté REC, voilà, vous avez aussi des actualités avec une actu phare sur le programme national et aussi des actus vers des programmes plus territorialisés. Donc, Morgane en reparlera juste après. Et pour le KIF, collectif des incubateurs à impact, deux actualités avec deux programmes, hein, un sur Épilogue qui vise à changer le regard sur les questions de deuil, hein, de la mort, et le programme Les Sentiers sur l'essaimage en ruralité, qui vont être tous les deux relancés incessamment sous peu, date à confirmer en début 2026. Alors, j'ai pas mis là parce que l'info est arrivée tard hier soir, mais concernant les deux derniers membres Résonance, l'accélérateur 21, pas d'actualité pour l'instant, mais stay tuned, ça devrait arriver début 2026. Et concernant Entropia et SEC, leur programme annuel, la campagne de programme annuel sur les questions de changement d'échelle, et sur un calendrier de février-mars. Donc voilà, renseignez-vous si ce programme vous intéresse aussi. Et je crois que si quelqu'un d'ESSEC, si Marie-Noël, tu es dans le chat, n'hésite pas à mettre l'info parce qu'elle n'est pas sur la slide. Voici, il est 10 heures, donc ça va, on est dans le timing. Ce qu'on voulait vous présenter par rapport à la cartographie et ce nouveau réseau des programmes d'accompagnement nationaux sur le changement d'échelle côté Avise. Donc maintenant, l'idée, c'est de passer au témoignage pour illustrer un petit peu deux des programmes qui sont présentés dans cette cartographie. Et donc, je cède la parole à Tristan pour démarrer sur le programme La France s'engage. L'idée, c'est d'avoir deux zooms de 10 minutes. Et comme ça, on a un petit peu de temps de questions-réponses à la fin. Merci Mickaël, bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous présenter un petit peu la France s'engage et plus précisément son concours pour l'édition 2026. Donc la France s'engage, c'est une fondation aujourd'hui. À l'origine, c'est un programme gouvernemental, mais le but est toujours le même, c'est de promouvoir l'engagement de la société civile. Et pour ça, comment on fait? Eh ben, on détecte au plus près des territoires les projets d'innovation sociale. Donc ça, c'est la première jambe de la France s'engage. Ensuite, on les sélectionne par le biais du concours, je vais vous en parler un petit peu plus. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, on les accompagne pendant plusieurs années, 3 ans, par le biais d'un programme d'accompagnement à la fois individualisé et collectif, et d'une dotation financière qui peut aller jusqu'à 300 000 € sur 3 ans. Et on valorise également toute cette communauté d'innovation sociale, parce que ça fait partie aussi de ce que peut apporter la France s'engage, d'apporter de la lumière sur ces projets. Donc, peut-être la deuxième jambe de la France s'engage, c'est l'essaimage territorial, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Mickaël autour du changement d'échelle. Nous, on a une vision vraiment territorialisée de ce changement d'échelle, puisque l'essaimage doit être territorial, c'est-à-dire doit permettre de toucher de nouveaux bénéficiaires sur au moins une autre région que la région d'origine. Mais je vous en dirai un petit peu plus avec les critères d'éligibilité un petit peu après. Du coup, je l'ai dit, Lauréat bénéficie d'un label qui permet généralement, en tout cas pour près de 75% d'entre eux, de lever d'autres financements. Ça commence à être assez reconnu de bénéficier du concours de La France s'engage, d'une dotation financière non fléchée. Quand je dis non fléchée, et on fait un peu de plaidoyer aussi auprès des autres financeurs là-dessus, c'est qu'elle permet de financer tout ce qui va servir le changement d'échelle du projet. On ne va pas dire on finance de l'investissement, mais pas de fonctionnement, etc. C'est une dotation financière non fléchée. Et l'accompagnement, il démarre par un diagnostic et ensuite, ça sert de feuille de route pour toute la durée du programme d'accompagnement sur 3 ans. On a 6 piliers en tout qui vont, je crois que c'est sur la slide d'après, Mickaël, si tu veux bien. Je ne vais pas toutes les détailler, mais voilà, qui vont de la gestion financière et de la levée de fonds au plaidoyer, en passant par la mesure d'impact, etc. Et donc, c'est vrai que c'est assez rigolo, c'est parfois les lauréats nous disent à la fin du programme, en fait, on est venu pour le financement, mais finalement, c'est l'accompagnement qui nous a plus servi dans le changement d'échelle. Bon, personne n'a jamais rendu l'argent, mais en tout cas, c'est un retour qu'on a assez souvent. Et on est assez content de ces retours-là et de ce qu'on peut apporter à nos lauréats là-dessus.
Je vais vous dire un petit mot sur les critères d'éligibilité, c'est important quand même, et sur les critères de sélection du projet. Donc, les structures pour être éligibles à notre appel à projet annuel, qu'on appelle concours dans notre jargon, elles doivent être des structures de l'économie sociale et solidaire, des associations, des fondations, des fonds de dotation, ou des sociétés commerciales ou coopératives qui bénéficient de l'agrément ESUS. L'agrément ESUS, c'est un agrément, vous pourrez regarder sur Internet, qui est issu de la loi 2014 et qui permet en gros de certifier du caractère d'utilité sociale des sociétés. Le siège social doit être en France, hexagonale ou ultramarine, et le budget annuel doit être supérieur à 80 000 euros. Elles doivent avoir également 3 ans d'existence. Voilà, c'est un statut obligatoire. En termes de critères de sélection, on en a 3 principaux. Le premier, c'est le critère d'innovation sociale. Donc là, on a une vision assez large et générique de l'innovation sociale. C'est la capacité de la structure à identifier des besoins nouveaux, émergents, ou à identifier de nouvelles manières de répondre à des besoins existants. Le deuxième critère, je n'y vais pas forcément dans l'ordre parce que je trouve ça plus cohérent comme ça, c'est de parler d'impact social démontré parce que les projets doivent avoir déjà fait leur preuve de leur impact. Donc ça ne veut pas forcément dire d'avoir mis en place une étude d'impact social par un cabinet indépendant ad hoc, etc. Mais c'est d'avoir collecté des résultats pour justifier le fait que la France Engage accompagne le déploiement de ce programme. Parce qu'il y a vraiment une idée de solidarité territoriale, c'est de se dire que des projets, des programmes qui portent leurs fruits sur un territoire donné doivent pouvoir, moyennant évidemment adaptation, etc., servir aussi à d'autres personnes sur d'autres territoires. Et enfin, du coup, le troisième critère qui est en lien avec ça, c'est le potentiel de changement d'échelle. Ça va être tous les moyens mis en œuvre, à quel point le projet est mûr, à identifier une stratégie de changement d'échelle. Et là, je rejoins encore ce qu'a dit Mickaël sur les différentes stratégies. Il n'y en a pas une à privilégier par rapport à d'autres. On prend tout dès lors que, voilà, il y a vraiment un objectif de se déployer sur de nouvelles régions. Quelques dates clés, effectivement, on va lancer, voilà, là on commence à en parler, on lance le webinaire officiel le 13 novembre 2025. Ça sera aussi l'occasion de parler du guide des candidats, parce que nous, on parle d'un concours dans toute la polysémie, dans tous les sens du mot concours. On essaye d'apporter le plus possible dans le cadre de cet appel à projet, d'outils d'appui aux porteurs de projets. Et on essaye même de penser les questions pour que ça puisse servir à la réflexion stratégique des projets. Du coup, on a un guide des candidats qui sera également publié début novembre à l'occasion de ce webinaire de lancement. Le dépôt des candidatures commencera le 6 janvier pour 3 semaines. Il se clôturera le 29 janvier. Ça se fait en ligne uniquement sur notre site internet. Il n'y a pas d'envoi par mail, etc. On a une plateforme dédiée. Et ensuite, il y aura toute une phase de jury collectif, parce qu'à la France s'engage, ce ne sont pas nous, équipe de la Fondation, qui évaluons les projets, mais dans cet objectif de faire parler des projets d'innovation sociale, de diffuser cela, on les fait évaluer par des jurys indépendants, qui sont à la fois des salariés d'une entreprise mécène, des partenaires, d'anciens lauréats, qui vont évaluer vos projets sur toutes les semaines du mois de mars, pardon, du 10 mars au 1er avril. Et ensuite, on va sélectionner environ 10% des porteurs de projets, donc ça correspond à 40 sur 400 ces dernières années, pour un bootcamp qui donnera un avant-goût du programme d'accompagnement, et le jury final. Donc on fait venir tous les finalistes à Paris dans nos locaux pour organiser cela. Et enfin, les lauréats sont annoncés début juillet, donc ce processus de concours dure à peu près 6 mois, c'est assez long. Mais voilà, vous pouvez aussi voir toutes les infos que je n'ai pas dites sur notre site internet, et également des exemples d'anciens lauréats pour voir les types de projets qui ont été lauréats de la France s'engage. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Tristan. Effectivement, n'hésitez pas à aller sur l'onglet Q&R si vous avez des questions, aussi bien sur les outils présentés, sur les dispositifs en particulier, ceux qui sont présentés. Voilà, on prend tout type de questions. Et avant de prendre les questions, donc le dernier Zoom par Morgane Gauquelin sur le REC. Je te cède la parole. Merci. Je vais essayer de faire aussi bien que Tristan sur le temps, là. 10 minutes pile. Parfait. Bravo. Donc, moi, je dirige depuis un peu plus d'une dizaine d'années le réseau des entrepreneurs citoyens, donc, qui a été créé en 2010.
Et à l'époque, c'était vraiment pour aider. On était sur le début de la diversification des compétences qui étaient demandées aux associations. Donc, entre 2010 et 2014, on a travaillé sur les enjeux de commencer la mesure d'impact, commencer à avoir des restitutions. Donc, on avait une diversification de ce qui était demandé aux associations qui se renforçait. Et donc, au début, c'était vraiment d'accompagner, sur les premières années, plutôt les structures associatives. Et puis, la loi de 2014, elle a élargi le spectre des acteurs de l'économie sociale et solidaire, renforçant la capacité entrepreneuriale, renforçant, je trouve, la capacité de rassembler des acteurs lucratifs, enfin à la lucrativité limitée et des associations, en mélangeant un écosystème plus varié. Et ça nous a intéressés à partir de 2014 d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur développement. Et notre spécialité, vu qu'on travaillait sur le développement associatif avant, ça a tout de suite été l'optimisation des modèles économiques, le renforcement des capacités des acteurs de l'ESS, toutes les formes d'hybridation. Donc très tôt, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à travailler ces thématiques et ces sujets du développement en les expérimentant avec les dirigeants qu'on accompagnait un peu eux-mêmes, parce que c'était des choses relativement nouvelles. Et donc depuis qu'on mesure notre impact, c'est-à-dire depuis 8 ans, qu'on le standardise à l'ensemble des programmes, on a accompagné 400 structures sur l'ensemble du territoire national, avec un renfort sur certaines régions où on a soit des équipes opérationnelles, soit des partenariats très forts avec certaines structures. Donc on est présent avec des équipes sur 3 régions, et puis on a des partenariats assez forts et en développement sur d'autres... sur 3 autres régions et d'autres en développement. L'objectif du réseau des entrepreneurs citoyens, c'est de se servir de l'ESS pour être un levier de lutte contre la pauvreté, un levier d'égalité des chances. Et donc en accompagnant le renforcement de ces structures, d'accélérer ces capacités. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans les quartiers de la politique de la ville. Et alors ça s'appelle les FRR maintenant, mais moi je dis encore les zones de revitalisation rurale. Bref, les zones considérées par les pouvoirs publics comme plus pauvres qu'ailleurs en France. Le changement d'échelle, c'est vrai que globalement, il peut y avoir une difficulté à identifier les acteurs qui accompagnent le changement d'échelle, puisqu'on on a nos spécificités et on a tous, c'est super d'avoir un réseau, parce que je pense que c'est difficile peut-être de nous trouver un par un. Et on a chacun nos visions et elles se complètent et c'est intéressant d'avoir cet espace de discussion. Nous, le REC, on n'a pas de conception de ce qu'est le changement d'échelle. On n'a pas d'approche particulière. On considère que c'est ce que va nous amener. C'est pas territorial, comme le disait Tristan, ça, par exemple, qui est la vision de La France s'engage. Nous, on va considérer que c'est la volonté de se développer du dirigeant qui va déterminer quel changement d'échelle on utilise. Donc, ça peut être territorial, ça peut être de la croissance, ça peut être aussi, par exemple, en ce moment, on a beaucoup cette question. J'ai développé des programmes, mais j'ai des petits pieds, je suis un petit colosse aux pieds d'argile, parce que concrètement, la trésorerie, concrètement, mes fonds propres, concrètement, j'ai du mal à faire face aux aléas. Renforcer mes petits pieds d'argile, ça, c'est quelque chose qu'on va considérer comme de la consolidation dans la plupart du temps, mais que nous, on peut aussi accompagner au titre du changement d'échelle, parce que ça permettra plus tard d'être plus fort pour avoir d'autres leviers de croissance. Donc, on va être plutôt des compagnons du dirigeant dans la forme de changement d'échelle qui va être la leur et qui va être choisi par eux. Je regarde le temps. 13. Nos spécificités, donc c'est l'accompagnement, j'y reviendrai avec les actualités. On essaye de maximiser les outils d'expertise disponibles, donc avec un réseau d'experts, avec des mentors, avec des partenaires qui s'investissent aussi beaucoup dans l'accompagnement, qui rencontrent nos lauréats régulièrement, avec cette idée de maximiser aussi le réseau. Et puis, le point vert, c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'on n'est pas un dispositif, donc on a la possibilité d'expérimenter et de faire régulièrement évoluer nos programmes d'accompagnement, ce qui va créer parfois un peu de difficulté dans la lisibilité, mais ce qui va nous permettre de nous adapter à la conjoncture. Donc là, je vais vous présenter 2 programmes phares chez nous qui sont l'accompagnement des entrepreneuses sociales
l'accompagnement des pépites de l'ESS qu'on appelait comme ça au démarrage et qui sont en ce moment centrés sur les métiers de la fabrication, donc dans l'actualité. Et je vous présente ces deux programmes-là parce que il y a de l'actualité, on peut intégrer des structures jusqu'à la fin de l'année. Donc ça a le mérite de pouvoir être transformable assez rapidement. Donc, on a constaté, au niveau international, c'est assez communément admis que s'appuyer sur les entrepreneuses sociales est un levier de lutte contre la pauvreté pour elles-mêmes et pour leur entourage, pour leur communauté et sur le plan territorial. C'est moins le cas en France. Donc, on a décidé d'accompagner les entrepreneuses sociales des territoires où les taux de pauvreté sont plus importants qu'ailleurs. Donc, on a une vision assez ouverte de cette question, mais l'idée, c'est pendant 12 mois de les accompagner pour renforcer elles-mêmes leur structure et puis pour les aider à avoir un impact sur leur entourage, sur leur territoire qui soit maximum. Avec un résultat qui est quand même pas mal, puisque les premières mesures d'impact qu'on ait faites montrent qu'un an après l'accompagnement, les entreprises ont environ 39% d'augmentation de chiffre d'affaires et les associations 36% de l'augmentation de leur budget. Donc sur le levier de croissance et la consolidation des modèles économiques, sur le programme féminin, sur le programme des entrepreneurs sociales, on a plutôt des bons résultats et elles sont contentes d'avoir consolidé leur posture, d'avoir consolidé leur connaissance de la gestion et de la gestion d'une organisation. On voit, parce qu'on avait mené une étude préalable, qu'au bout de 3-4 ans, il y a une forte lassitude des dirigeantes sur le fait d'avoir sous-estimé le poids administratif, le poids de la gestion, le poids des ressources humaines, et de s'être lancé dans un projet sur lequel on a besoin de continuer à être accompagné. Je le dis parce que le changement d'échelle, c'est pas forcément toujours une évidence. Nous, les acteurs du changement d'échelle et de la post-création, on doit souvent légitimer ce pourquoi on est là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu as besoin d'être ici alors que les structures existent déjà et sont déjà lancées. Parce que, et on le voit en ce moment, la conjoncture peut être difficile, et parce que dans certains cas, on a besoin de continuer à apprendre, de continuer à se renforcer, d'avoir une vision extérieure, de rechallenger pour parfois tout simplement ne pas aller dans le mur, soit personnellement, soit avec sa structure. Donc, je pense que c'est très important de continuer à dire que le changement d'échelle est un élément clé du développement des organisations, particulièrement des organisations à impact, pour pouvoir continuer à mener leur mission sociale et environnementale. Ça, c'est pour le programme féminin. Et puis, le programme métier de la fabrication, donc pareil, on est en train de chercher des lauréats et des lauréates. Du coup, Mickaël, je crois que c'est la slide suivante. Donc ça, c'est pour juste en termes d'historique. Donc, on a accompagné, je vous le disais d'abord, la consolidation des modèles économiques de façon forte, donc plutôt en essayant d'optimiser les recettes, plutôt en essayant de travailler sur la consolidation des fonds propres, etc. Et puis, on s'est rendu compte, c'est la demande qui nous a alerté sur le fait qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus de moyens de diversifier. Et un des leviers de diversification, c'est, y compris pour les associations, notamment pour les associations de l'inclusion, de l'insertion ou du handicap, de vendre, de créer, grâce au support du travail, des petits ateliers de production qui permettent aux salariés en insertion ou aux personnes en situation de handicap accompagnées de se former à un métier et de pouvoir, pour les structures, développer de la vente. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ateliers en France, on en a interrogé à peu près 80, qui, sous forme associative pour une majorité d'entre eux, s'étaient développés et avaient commencé à produire avec des lignes de production sans jamais avoir réfléchi à la dimension industrielle. Je mets des guillemets parce qu'on derrière industriel, c'est simplement pouvoir produire une ligne de production avec des produits très innovants sur le plan environnemental et qui sont des leviers d'action sociale, des supports de travail. Donc, vous les connaissez, on en a tous en tête. Il y en a beaucoup dans l'alimentaire, sur la construction de bocaux, sur la construction sur la fabrication, pardon, de chaînes alimentaires de proximité. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. On a accompagné aussi beaucoup du recyclage du bois et de la fabrication de mobilier.
On a accompagné aussi pas mal de structures aussi dans le textile, par exemple, avec des alternatives textiles beaucoup plus de circuits courts, beaucoup plus environnementales. Donc voilà, on voit que l'ESS est capable aujourd'hui d'avoir une troisième voie sur les modalités de production, mais on s'est rendu compte, et les acteurs nous l'ont remonté, que si on voulait un petit peu changer d'échelle, augmenter sa production, aujourd'hui, il n'existait pas d'accélérateur qui permettait de réfléchir à son outil de production pour qu'il soit à la fois chouette pour les structures, pour les travailleurs qui travaillent et puis aussi, qui permettent de générer des fonds pour consolider les modèles. Donc on a travaillé concrètement à une formation, à un accompagnement sur mesure, à, un espace d'accompagnement sur les métiers de la production adapté à l'économie sociale et solidaire. Donc adapté, aux travailleurs et aux supports de travail nécessaires, adapté aux souhaits de diversification financière, donc adapté à une volonté de produire souvent beaucoup plus, et puis au débouché marché. Donc un espace, on a créé cet espace, il y a 20 accompagnés chaque année pour l'instant, et l'Avise est partenaire, et on le voit par rapport au programme précédent, on a réussi à ce que tous les partenaires nous fassent confiance sur le fait que ce soit un accompagnement national. Donc on n'a pas de contraintes territoriales, et ce qui crée aussi parfois un peu de difficulté à lire les programmes de changement d'échelle, c'est qu'en fonction des financeurs, parfois on a des limitations sur certains territoires, sur certaines conditions d'âge des structures qu'on accompagne, etc. Là, en l'occurrence, c'est un programme sur lequel on a en ce moment une limitation sur les métiers de l'insertion, mais globalement, on peut s'adresser à tout le territoire et on a une possibilité d'accompagner de façon large et audible en termes de messages pour les acteurs. C'est aussi souvent un sujet. Et comme il est 21, je vous montre juste en une slide ce qu'on fait dans un accompagnement. Je crois que c'est la dernière. Donc, ce qu'on essaye de faire pendant 1 an, juste on s'appelle le réseau des entrepreneurs citoyens parce qu'on essaye de garder en priorité les anciens. Donc là, les 2 programmes que je vous ai montrés, c'est des programmes d'entrée. Mais on a développé aussi, et à la demande souvent des lauréats, des programmes de continuation. On essaye d'être là pendant le plus longtemps possible dans la vie des dirigeants de l'ESS, avec cette idée de pouvoir compter sur nous sur le long terme. Et donc l'entrée, le parcours de base initial, c'est celui-là, c'est-à-dire un diagnostic stratégique d'une demi-journée. Donc nous, notre choix, ça a été d'être pas très long sur le diagnostic. On est plutôt, il va y avoir d'autres accompagnateurs qui vont aller plus loin dans la partie diagnostic, ce qui est aussi utile, mais ce qui est pas notre choix. Nous, on va plutôt aller vers plus d'opérationnel en entrée. Ensuite, on fait des sessions individuelles d'accompagnement sur la résolution des problématiques du diagnostic. Quand il y a des besoins un peu récurrents, on le fait en collectif sur des bootcamps et des formations qui peuvent aller de 1 à 6 jours sur une année en fonction des thématiques et des besoins. Et puis, on essaye de travailler le décloisonnement, donc c'est chouette, puisqu'on rassemble l'ensemble des lauréats sur au moins une session par an, où tout le monde se rencontre avec une approche sectorielle, avec des approches financeurs, avec voilà, donc on fait ce qu'on appelle de la mise en relation qualifiée. L'engagement pour chaque lauréat, c'est au moins 3 rencontres utiles par an, donc 3 mises en relation qualifiées par an, et qu'on maximise au moment de la convention d'affaires, c'est-à-dire qu'on maximise au moment où on rassemble tous nos lauréats français pour une période de minimum 1 jour. Voilà, j'ai déjà dépassé le temps, mais je vous avais un peu prévenu, pardon pour ça. Pas de souci, merci Morgane. On arrive au bout de ce webinaire et on a quelques questions-réponses. Il est très exactement 10h23. Voilà, on a 7 minutes pour répondre au mieux à vos questions. Alors, je vais les lire tout de suite. On a une première question pour toi, Tristan. Donc, concernant le concours La France Engage pour les territoires ultramarins de l'océan Indien, le critère de sélection des SMH au-delà de la région d'origine a-t-il du sens d'un point de vue de leur responsabilité sociétale et écologique? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Oui, merci pour cette question. Ça me permet de faire un petit focus en plus sur les territoires ultramarins, pas que de l'océan Indien d'ailleurs. La France s'engage a soutenu depuis 2020 16% de ses lauréats dans les territoires ultramarins, ce qui correspond à peu près 2 millions d'euros. Donc on essaye
de mettre vraiment le paquet. On organise d'ailleurs un webinaire dédié aux structures ultramarines le 20 novembre. Vous pourrez le voir, on va communiquer là-dessus sur nos réseaux. N'hésitez pas à vous y inscrire, Madame Manon. Et non, c'est pas Madame Manon, pardon, c'était une autre personne, désolé. Et ce que je voulais vous dire sur le territoire, sur le critère d'essaimage géographique, effectivement, il est un petit peu mis de côté pour les territoires ultramarins. Alors à la fois, vous avez raison du point de vue de la distance et des implications écologiques, mais aussi du point de vue un peu de la singularité de ces territoires, dans la mesure où c'est plus facile quand la région est de l'autre côté de la route d'essaimer sur une autre région que quand elle est à des centaines de kilomètres. Donc, le critère d'essaimage géographique n'est pas obligatoire pour les territoires ultramarins. Il est recommandé, c'est-à-dire qu'à projet égal, un projet qui a vocation à quand même s'essaimer dans un autre territoire sera toujours privilégié, puisque c'est vraiment dans l'ADN de la France s'engage, toujours dans cette logique de solidarité entre les territoires, mais ce n'est pas obligatoire. Merci Tristan. Ensuite, on alterne. On a une question pour toi, Morgane. Quelles sont les barrières d'âge, entre parenthèses seniors, pour les entrepreneuses sociales, pour le REC par exemple, et de manière plus générale pour les programmes d'accompagnement? On n'a pas de barrière d'âge sur ces programmes. On en a sur un autre, mais dont j'ai pas parlé, je vais pas, créer de la confusion, donc non, il y a pas de barrière d'âge. Il y a pas du tout de barrière d'âge et je vois juste une question aussi de Thérèse Basse, pardon si j'ai pas été assez claire, mais donc sur le programme métiers de la fabrication, on est sur l'ensemble du territoire national, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les accompagnements, enfin pour le coup, l'ouverture des candidatures, c'est en ce moment. Merci Morgane. Je continue l'alternance, hein, ça suit bien dans les questions. Donc, une question pour Tristan. Pour le concours, la France s'engage à partir de combien de duplications estimez-vous que cela rentre dans vos critères? Un projet implanté en Côte d'Or et dupliqué dans 1, 2 ou 3 structures en Bretagne, par exemple, est-ce suffisant? Ou bien est-ce qu'un projet concentré à l'est de la France peut être dupliqué dans l'ouest? Voilà. Merci. La règle d'éligibilité, c'est d'avoir un projet d'essaimage dans au moins une autre région sur les 3 ans d'accompagnement de la France s'engage. Donc c'est voilà, même si on n'a pas du tout commencé son essaimage, on peut complètement être lauréat de la France s'engage. Il faut avoir un projet solide d'essaimage dans au moins une autre région, peu importe laquelle. Et encore une fois, pas pour les structures ultramarines. Merci Tristan. Je vois qu'il y a une question pour nous côté Avise concernant Résonance. Est-ce que Résonance peut être rejoint par d'autres structures qui proposent des programmes d'accompagnement nationaux? Est-ce que c'est un espace d'échange entre pairs accompagnateurs? Ou y a-t-il d'autres espaces qui remplissent ce rôle? Alors effectivement, c'est un espace d'échange entre pairs accompagnateurs au niveau national. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter suite à ce webinaire pour en rediscuter plus en détail. Ce sera plus simple que de faire une discussion devant tout le monde. Je passe à la question suivante. Pour toi, Tristan, a priori, pourquoi les coopératives qui souhaitent candidater à la France Engage doivent avoir un agrément ESUS alors qu'elles sont dans l'ESS au même titre que les associations, les fondations et les mutuelles? C'est pour une règle imposée par l'administration fiscale, parce que nous, on est financé par le mécénat, et du coup, il faut que les sociétés bénéficient de l'agrément ESUS pour qu'on puisse les financer. Top, merci Tristan. Je regarde l'heure, il est 27, on est bien. On a une dernière question pour l'instant, donc n'hésitez pas, on a encore 2 minutes après pour 1 ou 2 questions de plus. Je continue l'alternance, c'est pour toi Morgane. Plutôt sur un angle RH, est-ce que vous recherchez de nouveaux accompagnants pour le programme actuellement? Quel est le processus d'intégration dans le réseau d'experts du réseau des entrepreneurs citoyens? Donc oui, on est toujours, ouvert. Donc c'est pas on a un petit process de validation, de labellisation, qui prend entre, environ 2 mois. Il y a 55 experts qui font partie du réseau et on est effectivement à l'affût d'avoir des experts qui correspondent aux besoins des lauréats. Je vous disais par exemple sur les métiers de la fabrication, c'est pas du tout évident par exemple d'aller chercher aujourd'hui c'est une matière qui n'existe pas, c'est-à-dire l'accompagnement du processus industriel des acteurs de l'économie sociale et solidaire, soit on va avoir des spécialistes du génie industriel, mais qui sont dans une économie traditionnelle et qui connaissent très mal nos environnements, soit on va avoir des spécialistes de l'ESS, mais qui n'ont pas, qui ont peu ces volets productifs dans leur bagage. Donc on a dû
aller chercher des experts, les former, inventer la matière ensemble, les formats d'accompagnement, etc. Donc on est toujours à l'affût d'essayer d'avoir le meilleur outillage pour les structures qu'on accompagne. Donc globalement, oui. Et vous pouvez, par LinkedIn, je vous mettrai le mail de celle qui s'occupe de l'intégration des expertises. Donc oui, oui, avec plaisir. Top, bah, merci pour ces réponses. Il est 29, je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir. Juste, il y avait une question, je sais pas si sur les filières, et mais dans la discussion, mais certaines structures de l'économie sociale et solidaire sont bousculées par la loi AGEC et l'arrivée de nouveaux acteurs classiques dans les filières de l'économie circulaire. Comme le réseau Envie par exemple. Et du coup, les enjeux sur les marchés publics durables et les marchés publics responsables, je ne sais pas si je peux juste en dire un mot, mais c'est vraiment un sujet clé. Et je pense justement que des réseaux comme Résonance, comme les nôtres, je sais que la France s'engage, travaille aussi avec les pouvoirs publics sur un partenariat spécifique. Nous aussi sur d'autres champs. Moi, j'ai aussi porté ce sujet et on doit, c'est aussi l'intérêt des réseaux comme les nôtres mutualisés, faire pression pour montrer l'impact que peut avoir une stratégie publique qui s'oriente mieux vers les achats responsables pour l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que je trouvais la question intéressante, je l'ai vu passer de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Béatrice Beaufils, pardon, je voyais pas le nom. Mais je trouve que c'est effectivement un sujet, ça fait partie des sujets collectifs dont on a déjà évoqué les thématiques collectivement et sur lequel il y a un enjeu, surtout dans la période actuelle, de remonter des questions et des... Voilà, donc ça, c'est un sujet de plaidoyer. Moi, je suis aussi vice-présidente de SS France. C'est un sujet de plaidoyer qui est à la fois porté sur le plan, sur le plan ESS France représentation, mais qui doit être renforcé collectivement, qui doit être mis en avant. On a un gros sujet sur cette question qui peut être un levier super chouette. Je l'avais vu passer, pardon, Mickaël, désolé. Mais tu as bien fait la transition avec Résonance, pas de réponse directe à cette question qui est stratégique et c'est l'objet aussi de ce réseau, hein, d'avoir un espace d'échange sur ces questions et comment on peut, comment on manie ces questions-là entre nous et comment est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble, en commun. Donc voilà, pas de réponse tout de suite à apporter, mais c'est l'objet aussi de ce réseau Résonance. Et bien, du coup, je propose qu'on clôture ce webinaire. Merci mille fois Morgane et Tristan. Merci à tout le monde pour vos questions. Donc, comme je disais au début, il y aura un replay du webinaire. On va aussi vous envoyer dans la suite, probablement début de semaine prochaine, hein, les slides avec la cartographie. Mais la cartographie est disponible hein, d'ores et déjà sur avise.org. Et comme je disais, elle sera mise à jour régulièrement quand on aura des remontées, des correctifs, des choses, parce que les programmes évoluent et c'est bien normal, donc il faudra les mettre à jour, c'est notre objectif. En tout cas, merci, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.